Genreville est une plateforme de recherche et d'action. On l'appelle plateforme d'innovation urbaine. Alors pourquoi? Parce que à la fois nous travaillons en amont à essayer de comprendre ce qui se joue sur les territoires, notamment et particulièrement en termes d'égalité, et aussi parce que nous travaillons sur des projets. Donc nous sommes dans l'action pour ensuite, d'une part, essayer d'accompagner les collectivités locales ou les personnes qui travaillent sur les territoires, ça peut être les urbanistes, les architectes. Nous les accompagnons pour faire projet égalitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire projet égalitaire? Mais il se trouve que, au fil de nos études et aussi des différentes études qui existent déjà, il y a de nombreuses chercheuses et chercheurs qui ont travaillé sur ces questions, il s'avère que la ville est inégalitaire, pour multiples raisons, qu'elle a été construite par et pour les hommes à une certaine époque, et que finalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, on porte encore ces inégalités. Donc notre travail, c'est de voir comment on fait pour modifier tout ça. Alors on ne peut pas, à notre échelle, tout gérer, c'est-à-dire qu'il y a des éléments sociétaux sur lesquels nous n'avons pas forcément possibilité d'intervenir, c'est-à-dire que les inégalités salariales, par exemple, ont forcément un impact, toutes sortes de prises de position qui sont prises depuis longtemps et d'inégalités en termes de légitimité, de domination, sont également des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas avoir d'impact direct. Néanmoins, on peut quand même, en travaillant sur les territoires, avoir des impacts qui vont permettre, soit de façon incrémentale, soit de façon parfois un peu plus radicale, de faire avancer les choses. Alors, pour faire cela, nous travaillons d'une part avec un corpus de chercheurs et de chercheuses qui sont aujourd'hui reconnus sur ces questions-là. Je pourrais citer Edith Merveilleuse, par exemple, géographe à Bordeaux, ou Marilène Libert, qui est sociologue à l'Université de Genève, ou Claire Hancock, géographe aussi en Île-de-France. Enfin, il y a énormément de chercheuses et chercheurs avec lesquels on travaille et qui nous alimentent et avec lesquels on collabore en permanence pour définir une pensée sur ces questions-là. Et ensuite, comment on fait sur le terrain? Eh bien, on essaie d'une part de déconstruire un certain nombre de choses. Et alors déconstruire un certain nombre de choses, ça veut dire savoir que si on investit, si une commune ou une collectivité territoriale investit de l'argent dans de l'investissement, dans de l'infrastructure par exemple, cette infrastructure, nous veillons à ce qu'elle puisse être utilisée par toutes et tous. L'exemple le plus emblématique étant par exemple les terrains de sport, que l'on sait être utilisé à 95% quand ça n'est pas à 100% par les hommes. Donc on dit, quand il y a un budget qui est donné pour un terrain de sport, ce sont en général des budgets conséquents, ce budget est inégalitaire. Alors il ne s'agit pas évidemment de faire en face à face un terrain spécifique pour les femmes, mais bien plutôt de s'interroger sur la nécessité impérieuse de faire systématiquement des terrains de sport quand on fait des aménagements, de plutôt mesurer et de diversifier la façon dont on va produire les territoires en faisant des propositions d'aménagement qui soient beaucoup plus, d'une part, diverses et d'autre part, modulaires. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que, je cite souvent les espaces du parc de la Villette, par exemple, où on peut avoir à un moment donné, le samedi matin, des hommes qui jouent au foot, à midi, des personnes qui pique-niquent en famille ou entre amis, et l'après-midi, des femmes, des hommes, des jeunes et autres qui vont bronzer au soleil seuls, ou jouer au ballon, ou faire de la musique, etc., etc. Donc cette notion de flexibilité, de réversibilité. L'autre chose aussi, c'est de travailler sur les questions sensibles. Alors, sensible, pas au sens sensiblerie, et bien au sens de qu'est-ce que le sensible et qu'est-ce que ça nous amène dans la ville. Ça veut dire, sensible, c'est repenser la notion de la flânerie, comment on écoute la ville, comment est-ce qu'on la regarde, comment est-ce qu'on la touche, comment est-ce qu'on la traverse, comment est-ce qu'on la sent même, comment on la parle, comment elle résonne, et pour sortir de la dimension purement fonctionnelle de la ville. Une ville fonctionnelle, c'est une ville qui est finalement rigidifiée dans des codes et des normes, et ces normes finalement sont aussi, de par l'histoire, des normes qui sont à caractère masculin. Je dis bien caractère masculin, ça ne veut pas dire que ce sont des normes faites uniquement
par les hommes, mais le caractère masculin, ce sont bien des normes qui vont dire que ça, ce serait plus, par exemple, quand on pense à l'armée, on pense à un caractère masculin. Quand on pense au social, on va penser à des caractères féminins. Déjà, ce sont des choses, nous, contre lesquelles nous luttons. Mais en plus, l'idée, c'est donc de travailler sur ces caractères normatifs. Or, la ville fonctionnelle est une ville très normalisée. Et il s'avère que, depuis notamment Haussmann, qui avait déjà fonctionnalisé la ville, puis ensuite les modernes, au XXe siècle, où on a une ville aussi hautement fonctionnelle, qui s'est cristallisée, et qui continue encore aujourd'hui avec, à travers des mouvements sécuritaires, etc., une surfonctionnalisation. On a une ville qui, aujourd'hui, est extrêmement sectorisée, tout est tronçonné finalement, et à partir de ce moment-là, il est très très difficile de trouver et de la flexibilité, de la réversibilité. Donc nous travaillons sur de la ville sensible et sur une forme d'agilité. Je dirais que sensible et agile sont les deux termes finalement qui nous accompagnent dans la façon dont nous travaillons. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En termes de projets, nous avons évidemment des projets que nous menons depuis longtemps sur le territoire. Nous avons développé un programme qui s'appelle Passage, donc c'est le programme d'action sensible, genre et espace, qui a pour vocation de travailler dans la durée sur différents territoires, possiblement des territoires différents, de façon à pouvoir mener des actions qui nous permettent de mesurer si d'un territoire à un autre, des mêmes actions produisent des effets différents, ou si les territoires en eux-mêmes produisent des inégalités ou des égalités différentes. Ce programme, nous le menons depuis 2014, notamment sur le territoire de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. Nous le menons également dans le 11e arrondissement de Paris, au quartier Fontaine-au-Roi, qui est un quartier en politique de la ville, et qui est l'endroit le plus dense d'Europe. Donc c'est intéressant d'avoir un quartier comme Villiers-le-Bel qui est dans cette logique des constructions des années 60 qui sont faites un peu hors sol, de construction totale de projets urbains. Qualifiés de grands ensembles qu'on peut retrouver, et puis d'avoir des endroits comme Paris, intramuros, avec très très peu d'espace public. On a travaillé sur ce programme Passage à Nantes, on travaille aujourd'hui à Floirac sur la rive droite de Bordeaux, et dans ce programme, là, l'idée c'est dans un premier temps d'observer, compter, mesurer, faire de l'étude en fait, de la statistique, de faire de la sensibilisation, des auditions auprès de l'ensemble des personnes qui vivent cette ville, aussi bien au niveau mairie, des élus, des services de la ville, que des associations et des habitantes et des habitants. Ensuite, de faire avec ces personnes des ateliers, des projets. Donc on a fait des marches sensibles, on a fait des ateliers participatifs pour essayer de comprendre comment ces personnes vivaient, quelles étaient leurs envies, leurs besoins, et puis aussi c'était un outil pour les sortir aussi des stéréotypes, parce que on peut très bien, par exemple, travailler avec un groupe de femmes, leur demander ce qu'elles veulent, et comme elles n'ont jamais eu qu'une seule façon de voir la ville, elles vont peut-être reproduire elles-mêmes des stéréotypes. Donc ce moment-là, pour nous, est aussi de travailler avec elles, de leur dire, attention, si vous pensez que les jeunes vous dérangent et que vous voulez un city-stade, ben, ça va produire en fait finalement de l'inégalité, parce que ce city-stade va être occupé uniquement par des garçons. Alors certes, on saura où ils sont, mais en même temps, ça va créer une zone de non-droit pour les femmes ou même pour toutes sortes de personnes qui ne se reconnaîtraient pas dans cette dimension sportive. La deuxième étape de notre programme Passage, c'est ensuite de mener des actions, c'est de travailler sur les territoires de façon à tenter de les transformer. Enfin, de les transformer et de tenter d'obtenir de l'égalité, plus exactement. Donc là, par exemple, pour continuer avec la ville de Villiers-le-Bel, nous avons petit à petit mené des projets. On a fait un projet sur la cour d'école, par exemple, on a supprimé le terrain de foot au milieu de la cour, qui est une situation qui produit vraiment des inégalités par rapport aux filles, puisque dès lors que le terrain de foot est au milieu, il reste très peu d'espace pour jouer autour. Donc on a travaillé sur ce type de projet, on a amené la question du jeu libre, qui est une autre façon de penser. Alors ça qui n'est pas une chose que nous avons inventée nous, il y a une association en France qui s'appelle Jouer pour vivre, qui travaille sur cette question du jeu libre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on joue autrement dans une cour, et ce qui permet aussi de lutter contre certains stéréotypes. Donc l'apport de cette association nous a aidé à amener des solutions, et c'est vraiment un des objectifs de Genre et Ville aussi, c'est de ne pas travailler seul, mais de systématiquement aller chercher des ressources, des compétences à l'extérieur et qui peuvent contribuer à porter et amener de l'égalité. Donc à Villiers-le-Bel, on a fait ça, et ça nous a amené aussi, finalement, avec la ville,
à concourir auprès de l'ANRU, donc l'Agence nationale de la rénovation urbaine, pour obtenir des fonds supplémentaires et faire de Villiers-le-Bel une ville exemplaire en termes d'égalité femmes-hommes. Villiers-le-Bel a concouru dans un programme qui s'appelle le PIA, Programme d'innovation d'avenir, et ce programme permet d'avoir des fonds supplémentaires pour mener des actions concrètes. Donc là, l'action concrète, c'est que dans le cadre de la rénovation urbaine de Villiers-le-Bel, de l'argent est amené en plus pour faire en sorte que deux choses soient mises en place. On fait un test sur un programme de logement égalitaire. Donc nous avons dans ce contexte réalisé un cahier des charges, un guide sur du logement, bâtiment égalitaire avec un ensemble de critères. On a défini les enjeux, quels sont les enjeux pour les bâtiments égalitaires, les enjeux en termes économiques, des enjeux en termes de stéréotypes, des enjeux en termes de violence faite contre les femmes par les hommes. Et puis ensuite, d'à partir de là, on a défini un certain nombre de critères qui doivent amener les constructeurs ou constructrices, puisqu'il y en a aussi. En tout cas, dans ce cas-là, c'était les bailleurs sociaux, la ville, à construire un bâtiment qui réunisse suffisamment de critères pour que ça fasse sens et que ça puisse permettre une bascule. Donc ce bâtiment va voir le jour en 2018. Et par ailleurs, un projet va avoir aussi lieu en termes d'aménagement dans l'espace public. Là, ça va être des choses qui vont être co-construites avec les habitantes et les habitants, avec des périodes de préfiguration, c'est-à-dire de temps où on teste des choses et on discute et on voit si, par exemple, les bancs placés à tel endroit fonctionnent, si, en termes d'éclairage, il faut moduler tel espace, etc., etc. Donc voilà comment on travaille de façon très très fine sur le terrain. On réfléchit aux mobilités, on réfléchit à beaucoup de choses qui vont se conjuguer pour produire de l'égalité dans la ville. Donc nous avons eu la chance de candidater pour un projet à Paris, avec la ville de Paris, qui est le projet de rénovation des 7 places, avec un collectif qui s'appelle Les Monumentales, qui comprend Emma Blanc Paysage, ETC, qui sont les architectes. Et dans ce contexte, nous avons obtenu, gagné le concours, on va dire, pour les places du Panthéon et de la Madeleine. Alors c'est intéressant, ce sont 2 places en plein cœur de Paris, en quartier bourgeois, qui pour le coup ne sont pas du tout en politique de la ville, et qui nous ont permis de travailler dans la durée, et nous y sommes encore d'ailleurs, puisque nous continuons à travailler sur ces places, nous ont permis de travailler sur plusieurs axes. Premier axe, ça a été de travailler avec la ville elle-même sur qu'est-ce qu'une ville inclusive, à quel moment il faut intervenir, comment est-ce qu'on travaille pour introduire de l'égalité, dans la façon même dont on pense les projets. Ce qui veut dire que nous avions déjà été au niveau de notre structure en action en amont de la rénovation des 7 places en tant qu'experte pour introduire la question de genre dans l'appel d'offres. C'est-à-dire que quand l'appel à projet a été lancé, la question du genre a été retenue. C'est notamment la PAVEX, qui est un organisme qui fait partie du secrétariat général de la ville de Paris, qui a introduit cette question du genre dès l'appel d'offres. Et donc ensuite, nous avons candidaté et été retenus avec un des collectifs sur cette question-là. Donc ce travail-là, il est très important parce qu'il s'agit... il est toujours très difficile d'aller faire des choses sur le terrain si les personnes qui sont en position d'arbitrer sur la façon dont on va faire la ville, que ce soit au niveau des départements de la voirie, soit au niveau des élus, soit au niveau des urbanistes, si ces personnes-là n'ont pas compris quel était l'intérêt d'amener de l'égalité, puisqu'effectivement il y a une sorte d'impensé, on pense que quand on fait la ville, on la fait pour tout le monde. Et cette question-là est rarement remise en question, c'est-à-dire qu'on dit quand on fait des rues, elles sont pour tout le monde, et de fait elles sont pour tout le monde, sauf qu'elles ne sont pas vécues par tout le monde de la même manière. Alors après ça, ce qui est très difficile, c'est d'articuler, mais pourquoi elles ne sont pas vécues de la même manière, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elles soient vécues de la même manière. Et ça, c'est la deuxième partie de notre travail, donc après avoir fait ce travail de sensibilisation, d'intervenir sur le terrain, et de réfléchir à qu'est-ce que peut être un aménagement qui ne soit pas exclusif. Et quand je dis ça, c'est parce que quand on parle d'aménagement inclusif, aujourd'hui, on oublie souvent que, à l'origine, c'est parce qu'on parle d'exclusion. Et il ne faudrait pas que le mot inclusif élimine la notion d'exclusion. Ou alors, s'il l'élimine, c'est parce qu'on aurait vraiment, pour le coup, résolu ces questions d'exclusion. Donc, je ne veux pas faire disparaître cette notion d'exclusion qui est un terme important. Donc, réfléchir à un aménagement inclusif, c'est
d'une part, faire ce qu'on fait aussi dans le cadre de notre programme passage et dans le programme d'études, c'est d'une part observer ce qui se passe sur ce territoire. Donc sur la place du Panthéon comme sur la place de la Madeleine, nous avons fait un gros travail d'observation, de comptage, d'interviews aussi. On a comme ça capté beaucoup de phrases. On a interrogé des personnes qui vivaient la place, qui la traversaient, etc. pendant plusieurs semaines, dans différentes temporalités aussi, le matin, le soir, qu'il fasse beau ou pas, qu'il fasse chaud ou pas, etc. Et suite à ça, nos collègues dans le collectif ont commencé à imaginer la nouvelle configuration de la place avec un apport de mobilier temporaire dans un premier temps pour tester des choses et ont intégré les remarques qu'on a pu faire sur la façon dont femmes et hommes peuvent vivre une place. Pour vous donner un exemple, même si ces places peuvent paraître très mixtes, puisqu'il y a des étudiantes et des étudiants, il y a des touristes, etc., ou place de la Madeleine, il y a énormément de gens qui viennent travailler, on s'aperçoit que, malgré tout, à l'intérieur même de cette mixité, les attitudes ne sont pas les mêmes. Les femmes vont avoir des attitudes beaucoup plus refermées, comme ça, elles vont manger, regarder leur téléphone, même si elles sont sur un banc ou sur les marches. Les hommes vont avoir des attitudes beaucoup plus ouvertes. Donc la question, c'est de répondre à travers la façon dont on va concevoir le mobilier à des possibilités de s'installer dans l'espace public autrement. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, concrètement? Si on va place du Panthéon, par exemple, on se rend compte que d'abord, le fait d'avoir remplacé des parkings où on avait des voitures par du mobilier, ce mobilier est sollicité, occupé, plébiscité, puisque même les jours, moi j'y suis allée en plein hiver, par jour de pluie, et même ces jours-là, il y avait du monde qui occupait, notamment des étudiantes et des étudiants qui occupaient le mobilier. Et puis le fait de créer des formes de convivialité fait qu'on a une multiplicité de possibles d'occupation de l'espace. On n'est plus dans une question d'exclusivité, on est plus dans une question de multiplicité et à la fois des usages et des personnes qui sont sur place, et on crée quelque chose. Et alors c'est assez intéressant de voir que par exemple cet été, sur les grandes plateformes qu'on a pu faire, on a pu voir des femmes seules s'allonger et prendre des bains de soleil, plein cœur de Paris, place du Panthéon, en ayant déposé leurs chaussures au sol et en s'allongeant en toute quiétude, sans a priori ressentir de sentiment d'insécurité. Donc je pense que nous avons réussi quelque chose ici et que c'est ça que nous cherchons à conduire à travers l'ensemble de nos travaux, y compris dans les travaux que nous pouvons faire ailleurs. Et nous allons continuer. Nous avons un programme à l'international de recherche et de collecte aussi de bonnes pratiques. Nous l'avons commencé. La Fondation Jean Jaurès nous a accompagnés dans cette démarche, notamment. Nous étions à Lisbonne en 2016, nous étions à Naples en 2017. Il est prévu que nous soyons à Athènes en 2018.